Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florian Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver avec Jean-Luc Flabeau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Florian. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de vous. On va parler de comment vous en êtes arrivé là, comment vous êtes aujourd'hui pour gérer votre carrière et un petit peu votre futur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Parfait. Merci pour cet exercice. C'est plutôt moi qui vous remercie de vous recevoir dans vos locaux, qui sont extrêmement bien situés et très beaux. J'ai utilisé ChatGPT en fait pour faire une petite synthèse de vous. Vous allez me dire si c'est pas trompé, d'accord ? Je vous écoute. Alors Jean-Luc Flabeau, profession expert comptable et commissaire aux comptes depuis 33 ans. Position actuelle, président du groupe Fideliance. Alors, vous avez un engagement politique, vous étiez président de la CRCC de Paris de 2014 à 2017, après vice-président du Conseil national de 2020 à 2022, et actuellement président d'ECF depuis 2017, et quelque chose me dit que c'est vous qui allez vous présenter pour ECF sur la mandature 2024. Oui, alors j'étais président de ECF jusqu'en 2022, donc je suis plus président d'ECF. En effet, je suis désigné tête de liste pour le CNO pour les élections de cette fin d'année. On en parlera un peu plus tard. Carrière, chef d'entreprise attentif au développement de ses équipes, et vous avez une passion personnelle pour les voyages, la lecture, le sport, et notamment la course à pied et le ski. Ah, ChatGPT vous a appris plein de choses. Il s'est pas trompé ? Non. Et bon, on pourra évoquer tout cela. Et moi, ce que je voudrais, c'est au départ, vous me parliez de votre passé et exactement de ce moment déclencheur de votre vie où vous vous êtes dit, tiens, Jean-Luc, t'as 5 ans, je veux être expert comptable. C'est ce que vous avez dit à vos parents à cet âge-là ? Non, pas du tout. En fait, c'est venu assez tard. Ma décision de devenir expert comptable est venue assez tard, et plus exactement après mes 2 années d'UT que j'ai fait à Tours, parce que je suis tourangeau. Alors mes parents étaient agriculteurs, et puis ils ont divorcé quand j'avais une dizaine d'années, et puis ils ont été obligés de vendre leur ferme, et ils se sont retrouvés employés dans des usines. Et donc j'avais un environnement à la fois de famille, du côté de ma mère, du côté de mon père d'agriculteur, et puis aussi un environnement d'ouvriers d'usine ou de cadres d'usine. Donc pas du tout de connexion avec un expert comptable dans cet environnement-là, même si les agriculteurs sont des entrepreneurs. Et puis j'avais à la fois une envie et puis une passion. L'envie, c'était de devenir chef d'entreprise. L'envie, dès que j'étais gamin, je voulais devenir chef d'entreprise. Faut pas me demander pourquoi, je suis incapable de vous répondre. Voilà, d'avoir vu un film peut-être ou quelque chose. Je sais pas. Donc, et puis une passion pour, pareil étant gamin, pour l'économie en général. Après, j'ai commencé à apprendre l'économie générale au lycée, l'économie des entreprises. Et puis j'ai eu une rencontre avec c'était pas un de mes professeurs, mais un philosophe, professeur émérite qui avait écrit beaucoup d'essais, d'études. Puis je l'avais reçu, je devais être en première, et il m'avait dit, tiens Jean-Luc, vu votre profil, pourquoi vous feriez pas expert comptable ? C'est un métier en devenir. C'est quoi ce mot ? Ouais, non, je connaissais un petit peu, mais sans plus. Et donc c'était un petit peu resté dans ma tête. Et puis je passe mon bac, je fais mon IUT à Tours, gestion des entreprises. Donc déjà j'étais un petit peu dans la filière. Et puis pendant ces 2 ans, j'ai eu des professeurs, des experts comptables qui intervenaient dans l'enseignement. Et je les ai trouvés, l'ensemble du corps professoral, je les ai trouvés bons. Mais notamment, j'étais intéressé par ces professeurs experts comptables parce qu'à la fois, je trouvais qu'ils avaient un haut niveau de connaissances techniques. Et puis, je voyais bien qu'ils étaient très, très, très en lien avec le tissu économique tourangeau, avec les entreprises. Et ça me donnait envie. Parce que comme, à la fois, moi je rêvais d'être chef d'entreprise, donc je me suis dit dans ma petite tête, tiens, c'est un moyen peut-être par cette filière-là d'être chef d'entreprise. Comme j'avais cette passion pour l'économie des entreprises, je me dis, tiens, c'est un métier où je peux peut-être répondre à mes deux besoins, mes 2 attentes. Et là, par contre, à la fin de mon UT, là, j'étais déterminé à faire le cursus et à devenir expert comptable. Ça y est, on s'engage là-dedans. Voilà, on s'engage à ce moment-là. Donc, pas quand je suis tout gamin, mais quand j'ai à peu près 20 ans, je termine mon UT. Et là,
je suis déterminé à devenir expert comptable. Et c'est rare, je ne crois pas avoir vu beaucoup d'experts comptables qui m'ont dit à 5 ans. Non. Pompier, voilà, médecin, mais pas rarement expert comptable. Peut-être ça le deviendra plus tard, on verra bien. Ouais. Donc, ça y est, on part de l'IUT et on s'engage dans ce parcours-là. Et donc, comment vous êtes arrivé, vous, déjà, en tant que collaborateur? Après, l'étape d'après, c'est d'avoir le diplôme d'expertise comptable. Comment ça s'est passé tout ça? Ouais. En fait, j'arrive, je voulais travailler en région parisienne. J'en étais à l'UT, je fais mon cursus, mes études pour l'expertise comptable. Et puis, il fallait bien que je fasse mon stage d'expert comptable, donc il fallait que je trouve un cabinet. Je voulais travailler en région parisienne. Et donc, par connexion d'une connaissance, j'arrive dans un cabinet à Fontainebleau. Je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais personne. Et puis, un cabinet qui, à l'époque, qui était déjà existant, qui, à l'époque, avait deux associés, Claude Cotin et Anne-Marie Guyon, et puis quatre collaborateurs. Et finalement, et ça c'est relativement plat comme histoire, je crois que sauf incident de fin de parcours, je vais passer toute ma carrière dans la même entreprise. Alors sur ce point-là, si je peux ouvrir une parenthèse, je regrette pas grand-chose dans ma carrière professionnelle. Il n'y a qu'un truc que si je pouvais avoir la capacité de rembobiner le film, je ferais une expérience ou une ou deux expériences un peu différentes parce qu'il y a toujours plus à apprendre en faisant des choses différentes au départ, et c'est ce que je conseille à des jeunes. Mais bon, moi je me retrouve dans ce cabinet, et puis dans un premier temps, sur les 10 premières années, comme beaucoup de gens, j'ai bossé comme un fou. Et quand je dis j'ai bossé comme un fou, je me suis complètement... déjà, il fallait que j'apprenne la pratique de ce métier de collaborateur comptable, stagiaire expert comptable et après expert comptable. Et puis là, que ce soit Claude ou Anne-Marie m'ont énormément aidé pour faire ça, et je leur en suis toujours reconnaissant. Donc je bosse comme un fou, je change de statut bien sûr au bout de 3 ans puisque j'ai mon DEC et puis je deviens associé. Et quand je dis je bosse comme un fou, c'est clair, c'est relation client tout le temps avec les équipes, petit cabinet au départ. Mais toujours, je passais mon temps à une succession de rendez-vous clients, de rendez-vous bilan. Voilà. Donc ça a été ma vie quasiment pendant 10 ans. Mais ça vous a plu? Ça vous plaisait? C'est pour ça que c'était grisant. Ah ouais, ça m'a plu, c'était grisant, c'était une forme de compétition. Et puis le cabinet s'est développé. Le cabinet a commencé bien évidemment à se développer. Et puis au bout de 10 ans, il fallait trouver une stratégie au cabinet, voir comment on voyait la suite, comment on voyait l'exercice professionnel, comment on voyait la stratégie de développement. Et en fait, il fallait trouver affirmer, on l'avait déjà, mais affirmer qu'est-ce qu'on voulait faire du cabinet. Et en fait, c'est de lever la tête, dire je vais lâcher je vais faire un peu autrement, je vais lâcher une partie de mes clients, et puis de déterminer qu'est-ce qu'on voulait en faire. Et en fait, on voulait, mais je crois que sans le savoir dès le départ, et là on se l'est bien affirmé, on s'est dit, nous, on veut faire grandir tous les gens qui travaillent avec nous. C'est-à-dire faire grandir nos clients, mais aussi faire grandir nos équipes, nos collaborateurs. Et d'ailleurs, depuis longtemps, on a quelques baselines au niveau du cabinet interne. Il y en a une qui est grandir plutôt que grossir, et elle est toujours forte chez nous. C'est vraiment de dire, on veut faire grandir. Et c'est là qu'on a bien affiché cet ADN au niveau du cabinet. Alors, faire grandir, c'est un cabinet, je veux dire, en général, beaucoup de cabinets travaillent très bien. Je veux dire, sinon, voilà. Mais nous, c'était de dire, voilà, il faut qu'on amène le maximum de services à nos clients, qu'on puisse les aider à les faire grandir, à les accompagner au mieux, mais aussi, il y a toute la partie équipe où il faut que ça suive pareil. Donc ça, c'était vraiment notre détermination. Et puis, à partir de là, on a construit une stratégie, un plan stratégique. Donc, stratégie, un plan stratégique, c'est des stratégies, on a des plans stratégiques tous les 5 ans, mais alimentés par,
je dirais 2 moteurs pendant un certain nombre d'années, et puis un 3e moteur depuis un peu plus de 10 ans. Les 2 premiers moteurs sur un plan stratégique, chez nous, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est 1, croissance interne, croissance organique, et puis 2, croissance externe. On a l'histoire de Filiance, c'est aussi une succession de croissance externe, mais en s'assurant que les 2 matchent bien, pour qu'il y ait quand même un développement de Filiance qui soit harmonieux. Et puis depuis une dizaine d'années, on a mis un 3e moteur à ce développement, qui est un moteur de recherche, de création de nouvelles lignes de service. Et c'est le plus passionnant, mais aussi le plus difficile. Parce que quand vous êtes dans quand vous connaissez bien vos 2 métiers traditionnels que sont expert comptable et commissaire aux comptes, croissance interne, c'est simple. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué, ça se fait. Croissance externe, il faut faire attention à certaines choses, mais on commence à avoir un peu d'habitude. Voilà, parce qu'on connaît bien nos métiers. Par contre, créer de nouvelles lignes de service, comme on a pu le faire, nous, sur du digital, de la RSE, on l'a créé, la RSE, il y a 7 ou 8 ans déjà, de la gestion de patrimoine, un pôle juridique assez étoffé, ça veut dire que pour ces activités-là, vous avez besoin d'autres experts, ce n'est pas votre métier, et là c'est plus compliqué, mais c'est aussi, encore une fois, comme je le disais, le plus passionnant. Donc aujourd'hui, on essaie toujours de développer le cabinet avec ces 3 moteurs en stratégie, croissance interne, croissance externe, développement de nouveaux services, où là on a besoin de professionnels différents, mais voilà, on essaie de continuer à bâtir le cabinet comme ça. Mais en fait, on voit bien que le cabinet a changé de taille au fil des ans. On peut avoir des plans stratégiques différents tous les 5 ans, mais l'ADN, le fil rouge reste le même, c'est-à-dire toujours cette histoire de faire grandir l'environnement du cabinet. Les gens à l'intérieur, les gens à l'extérieur, c'est toujours la même histoire depuis plusieurs années. Il y a peut-être le lien au fait aussi qu'on vous a donné votre chance à grandir au sein du cabinet, et que c'est peut-être ça que vous avez voulu reproduire peut-être. Reproduire auprès de vos clients, auprès de votre cabinet. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, en fait, ça fait qu'un, c'est de te dire, voilà, comment j'essaie de faire grandir tous les gens qui travaillent, encore une fois, à l'intérieur, mais aussi pour nos clients. On a aussi, bien sûr, des sous-traitants, voilà, c'est tout notre écosystème qui doit grandir, s'améliorer. Alors, je vous parlais de développement, il y a bien évidemment eu des échecs. Des étapes. Oui, mais même des échecs. Quand on est sur le 3e moteur. Sur le 3e moteur, on veut créer des lignes de service. On n'a pas réussi à créer une vraie ligne de service sur un premier coup. On s'y est remis, je pense au digital ou je pense à la gestion de patrimoine, on s'y est remis à 2 ou 3 fois. Après, on est déterminé, donc on va jusqu'au bout. Mais il y a des étapes, en effet, qu'il faut recommencer parce que c'est pas la bonne personne, parce qu'on s'est pas bien compris, parce qu'il y a des cultures de métiers différentes. Un gestionnaire de patrimoine ou un juriste ne raisonne pas comme un expert comptable. Voilà. Donc, on vient je vous parlais de l'activité RSE. On vient d'intégrer il y a quelques jours un expert climat. Donc, c'est un expert climat. C'est pas notre environnement. On va voir comment il peut s'intégrer dans nos équipes. Voilà. Mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est plusieurs profils et c'est d'essayer de trouver un système qui soit le plus harmonieux où là, il faut que la mayonnaise prenne avec tous ces métiers. Avec, encore une fois, nos 2 métiers traditionnels, expert comptable, commissaire aux comptes, qui sont encore très, très présents. C'est quand même d'autres métiers de base. Et donc la question que je voulais vous poser face à cela, c'est comment s'est passée cette transition où vous êtes passé de l'expert comptable, diplômé à fond dans le travail, à je suis chef d'entreprise, je m'occupe de la stratégie. Est-ce que ça a été simple pour vous ? Est-ce que ça a été un changement de positionnement qu'on n'a pas appris lors du DEC pour faire prendre cette mayonnaise ?
Difficile. En fait, difficile. Alors, je l'ai fait de façon volontaire, c'est clair, parce que de toute façon, je voulais être chef d'entreprise, et voilà. Mais quand même difficile, parce que pendant 10 ans, mon quotidien, c'était le client et mes équipes, j'étais dans l'opérationnel. J'ai mis 2-3 ans à vraiment décrocher dans la tête. Par exemple, une anecdote, avant, je maîtrisais tout au niveau du cabinet, sur l'opérationnel. Donc, je connaissais les clients, voilà. Et puis, on a été, bien sûr, une taille plus modeste. Mais, ça a bien duré 2-3 ans, Florian. Quand je croisais quelqu'un que je connaissais pas, ça me perturbait. J'étais dans la salle d'attente ou les salles de réunion, j'allais voir mon secrétariat ou mes équipes en disant c'est qui, je connais pas, etc. Donc j'avais la frustration de comme quelque chose qui m'échappait. Mais après j'ai fait autre chose. Et puis c'est une mutation un peu difficile dans ma tête de 3 ans. J'ai gardé et j'ai continué à garder quelques clients historiques ou des clients un petit peu particuliers, mais ça a été une transition difficile. Quel conseil vous pourriez me donner justement pour aider des confrères à faire cette passation qu'ils aimeraient bien faire? Ben, je crois que c'est nécessaire à un moment donné une carrière elle est longue. Et tout à l'heure quand je disais sous forme d'une boutade en disant je vais faire toute ma carrière dans la même entreprise, j'ai changé de job. En fait, je crois que j'ai eu 3 temps, on en parlera un peu tout à l'heure. J'étais dans l'opérationnel pur pendant 10 ans. Je me suis partagé après entre l'opérationnel et la direction, parce qu'il fallait du temps de réflexion, de stratégie, de voir le devenir, etc. Et après, j'ai même eu un 3e temps où après, j'ai eu aussi un temps d'engagement pour la profession, comme vous l'a dit ChatGPT. Voilà, c'était une autre phase. Mais je crois que c'est important d'avoir déjà, ma première réponse, c'est que c'est important, je crois, d'avoir dans une carrière des temps différents. Ça peut être des différences parce qu'on va changer de boîte, etc. Mais si c'est dans une même entreprise, c'est des temps différents. Et je crois que parce que les experts comptables sont des chefs d'entreprise en général, pour un chef d'entreprise, ça me paraît important alors c'est facile à dire et pas facile à faire, mais c'est quand même important d'avoir des temps où on lève la tête du guidon. Parce qu'on est chef d'entreprise, faut jamais oublier qu'on est des chefs d'entreprise avec des défis à relever, avec des difficultés de tous les jours, mais il faut à la fois regarder, je pense là, bien sûr, il faut regarder devant son vélo, parce qu'il y a le trou à éviter, etc. Mais il faut regarder aussi un peu plus loin pour déterminer où on veut aller. Souvent, on est trop pris on est en plein dedans, la période fiscale. On veut satisfaire nos clients au détriment, entre guillemets, même si le mot est peut-être trop fort, se dire, attends, je regarde un peu plus haut, comment je pourrais faire mieux pour la prochaine fois? Oui, c'est exactement ça. Moi, je me bats encore aussi, par exemple, avec mes équipes, mais je me bats avec mes équipes, par exemple, j'ai des équipes qui sont dans la production comptable, période fiscale. Et encore, maintenant, des fois, mais souvent ça m'agace, et je leur dis à chaque fois, des fois on dit, la production comptable, il faut sortir les bilans, donc on peut faire que ça pendant 3 mois. Mais le chef d'entreprise, il a d'autres besoins. Il peut pas, lui, s'arrêter et que l'expert comptable lui dise non, on peut plus rien faire parce que pendant 3 mois, on fait des bilans. Donc ça, je me bats là-dessus. Mais c'est mon rôle. Moi, mon rôle, c'est celui-là. Et puis, il y a de la discussion en interne. Voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est un peu une vigie de regarder, de m'assurer que tous les agrégats qu'on a pu mettre dans le package Filiance fonctionnent. Et puis de corriger quand ça va pas. Mais le passage, il est... il y a plein de gens qui réussissent bien ce passage. Et puis, vous savez, bien réussir, c'est très relatif. Hein. Il y a les difficultés de tous les jours. Voilà. Première étape, du coup, on est passé de collaborateur à expert comptable. Après, de l'expert comptable technicien à chef d'entreprise. Et puis, au lieu de se dire, bon, ça roule bien, je pourrais aller faire du golf ou passer plus de temps ailleurs, je vais devenir président de la CRCC, puis après président du syndicat, et puis après, allez, je vais me présenter au Conseil national. Pourquoi tout ça?
Un nouveau projet, des envies, ou peut-être que vous vous ennuyez? Non, après, je crois que c'est les... Oui, il y a eu... En fait, il y a eu 3 phases. Il y a eu, en effet, ce que je viens de dire. Il y a eu... je m'occupe exclusivement de mes clients. Ensuite, je m'occupe de la stratégie du groupe qui a grandi au fil du temps. Et puis un peu de mes clients encore, quand même. Et puis, à un moment donné, c'était l'envie d'aller voir ce qui se passait à l'extérieur. Parce que dans mes 2 premières phases, j'étais encore très concentré Fideliance, à l'intérieur. Et puis cette 3e phase, c'était de dire, je vais prendre plus de connaissances à l'extérieur. Et ça a commencé par des associations de chefs d'entreprise. Donc j'ai commencé ça il y a déjà, le temps passe vite, une petite vingtaine d'années. Association de chefs d'entreprise, réseau. On a été, nous, membres du réseau Constantin, après membre du réseau Chrome, association technique, et puis le syndicat ECF, qui pour moi est une période assez longue, et puis aussi, puisque engagé au niveau syndical, élu à la CRCC, président de la CRCC, et puis vice-président du Conseil national de l'ordre. Et en fait, cet engagement-là, il m'a amené énormément de connaissances. Il m'a déjà amené des rencontres extraordinaires, de personnalités, de tout. Alors, beaucoup dans notre milieu professionnel, sauf les associations de chefs d'entreprise, mais j'ai rencontré quand même des gens de différents milieux, et aussi des gens de la profession avec des parcours extraordinaires. Et quand j'ai dis des parcours extraordinaires, ça peut être des patrons de grands cabinets, comme des patrons de petits cabinets avec des personnalités, avec des gens qui ont fait des choses extraordinaires, peut-être simplement avec une équipe de 5 personnes. La taille ne fait pas le talent. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Et puis après, ça a été une suite un peu logique d'un engagement syndical, voilà. Mais je vais vous raconter, Florian, une anecdote. Ça m'a beaucoup apporté. J'espère que ça m'a permis d'apporter aux autres, parce que pour un aller-retour. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris. Et alors, la petite histoire, c'est il y a 15 ans, à peu près, on le devait intégrer. Parce que nous, c'est important que le cabinet reste indépendant. Donc, il nous faut une pyramide des âges au niveau des associés. On s'apprêtait à intégrer des plus jeunes associés dans la capitale. Et donc, on avait un consultant qui s'appelait Guy, on l'avait fait venir pour réfléchir. Et puis un jour, il me dit, il me pose pas la question, il me dit, Jean-Luc, je vais pour sonder ton leadership, je vais interroger tes jeunes, tes futurs associés, mais aussi des associés actuels, et puis aussi des managers. Comment être personne dans le management? Et puis moi, j'étais déjà parti un peu du cabinet. Comme il n'a pas laissé le choix, je me dis, oh là là, j'étais un petit peu créatif sur les résultats. Parce que je savais que j'étais déjà assez indisponible. Donc un mystère qui a duré, un suspense qui a duré quelques semaines, le temps qu'il fasse ses interviews. Il avait fait, je crois, 15-20 interviews de mémoire. Et puis finalement, j'étais assez soulagé dans la restitution, parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en effet, Jean-Luc, on souffre un peu, il n'est pas toujours disponible, il n'est pas toujours là, mais son engagement professionnel, enfin dans les institutions, lui permet de décrypter bien l'évolution de la profession, et donc nous, ça nous rassure pour le cabinet. On a un capitaine qui peut décrypter. Donc voilà, simplement pour dire, ça m'a déjà amené beaucoup à titre personnel, des rencontres extraordinaires. J'ai aimé faire ce travail au niveau institutionnel pour les confrères, pour la profession, de façon modeste. Mais ça m'a donc apporté au niveau personnel, et puis ça m'a aussi apporté au niveau du cabinet, parce que voilà, j'ai été, c'est les institutions, mais c'est aussi les réseaux. Vous rencontrez plein de gens, plein d'organisations, donc vous prenez les bonnes idées, voilà, ça vous met
ça vous fait du benchmark, tout simplement, et puis vous dites, tiens, on sait mieux faire ça que... on sait moins bien faire ça. Quand à la rigueur, c'est un petit peu la même chose, le benchmark, quand on reprend, nous, un cabinet, chez Fideliance. Quand on reprend un cabinet, c'est pas le gros qui absorbe le petit. Oui, en effet, c'est ça. Mais sauf que le petit, des fois, il a une meilleure expertise que nous sur certaines choses. Donc, on est dans une espèce de benchmark continu, que ce soit ce que je peux voir au niveau de l'institution, ce que je peux voir au niveau des cabinets, et puis c'est d'essayer d'avoir une vision de la profession et d'avancer dans ce sens-là. Est-ce que ce n'est pas aussi se dire, cette belle profession m'a tant donné, c'est à mon tour de lui rendre en m'engageant? Oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça que je dis, j'espère bien que c'est dans les deux sens. Je crois avoir une expérience qui me permet d'avoir des idées sur l'évolution de la profession, parce que de toute façon, j'ai déjà vécu dans mon parcours d'entrepreneur avec différentes phases, en passant de 5 à 10 et de 10 à 20, etc. Mais c'est tout ça, c'est tout ça mélangé. Mais c'est déjà le plaisir. En fait, je crois que c'est le plaisir de toujours apprendre. C'est le plaisir de toujours apprendre, et le fait à un moment donné de dire, allez, je vais être moins en cabinet et je vais plus me donner à l'extérieur, au niveau syndical, au niveau institutionnel, etc. C'est un vecteur de développement. C'est un vecteur quand je dis de développement, pas simplement business, surtout de développement intellectuel, d'avoir une vision à plusieurs degrés. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une chose qu'on pourrait mettre en avant, la question, je la pose autrement, c'est de se dire que quand vous êtes parti dans les élections, quand vous êtes parti dans le domaine politique, il a fallu quand même convaincre peut-être vos associés, leur expliquer qu'il y aura peut-être je vais être un petit peu moins, donc il faudra compter plus sur vous. Ouais. Et maintenant, c'est un peu votre socle aussi. Ouais. Tout ce que je fais au niveau du syndicat, au niveau des institutions, réellement, je peux le faire parce qu'il y a une structure, parce que j'ai des associés de qualité, c'est évident. Et ça me permet justement d'avoir ces temps de réflexion sur la profession. Voilà. C'est aussi un peu la même chose au niveau du cabinet. Je ne suis pas comme d'autres dans la production. Voilà, j'ai ce temps de réflexion, de penser au débat, mais c'est extrêmement important d'avoir ces temps libres pour pouvoir faire ces choses-là. Si vous êtes tout le temps pressurisé par le quotidien, ça va être difficile. Ça m'arrive aussi des fois d'avoir des phases où je suis pressurisé par le quotidien, et là je suis moins bon. Je suis nécessairement moins bon. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir des temps, justement, je suis pas pressurisé par le quotidien, mais je sais que c'est pas la capacité de tous. Mais c'est d'où cette question, à mon avis, quand vous disiez, Florian, quel conseil vous pourriez donner, je crois que c'est extrêmement important de toujours avoir, en tant que chef d'entreprise, une vision au moins une vision quand même de ce qui peut se passer, de réfléchir à son cabinet dans 2, dans 3, dans 4 ans, de savoir vers où on veut aller. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va y arriver, mais c'est d'avoir une vision. Je pense que je vois quelquefois des gens, que ce soit des confrères ou aussi des clients, je dis la même chose au niveau de mes clients, qui sont trop dans le court-termiste. Alors voilà, il y a certainement des raisons qui font qu'ils sont contraints à ça, mais je dis la même chose chez mes clients. C'est toujours compliqué, on va dire. Oui, c'est compliqué. Ouais. Je suis assez admiratif par certains confrères et consoeurs qui créent leur cabinet. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de choses qu'il y a 20 ans dans notre exercice professionnel. Et moi, je suis assez admiratif de jeunes confrères et consoeurs qui créent leur cabinet, ex nihilo, où ils rachètent une clientèle ou un cabinet, et qui ont déjà ils savent exactement où ils veulent aller. Est-ce qu'ils veulent faire, je sais pas, je dirais, de la durabilité, de s'investir sur le numérique, sur la cyber. Ils ont ils veulent créer une niche, et ça, je suis assez admiratif. C'est-à-dire, ils commencent avec pas grand-chose, ils savent déjà où ils vont aller. Donc, à mon avis, et ce que je vois sur le terrain,
ces gens-là qui sont vraiment déterminés, qui ont un projet en tête, ils vont réussir. Ils vont réussir. L'important, c'est de réussir son projet. C'est pas une histoire de taille. C'est de réussir, d'être bien, d'être en cohérence par rapport à ce qu'on veut faire au départ. Et moi, j'ai l'impression, dans la profession, j'ai plutôt l'impression alors je sais qu'il y a plein de gens qui souffrent dans le quotidien, mais j'ai plutôt l'impression, dans les jeunes, ils ont tellement de champs des possibles, qu'ils ont je vois plein de jeunes avec des projets hyper intéressants, je parle de la profession, là, hyper intéressants, voilà. Ils ont déterminé leur ADN, leur raison d'être, leur projet d'entreprise. Donc c'est un nouvel angle sur lequel prendre. Oui, parce que leur champ des possibles est beaucoup plus important. Aujourd'hui, le champ des possibles pour les cabinets, il est plus important de façon générale. Et donc pour les jeunes créateurs, chefs d'entreprise, experts comptables aussi. Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on aille sur le côté mentor et inspiration. Quelles sont les personnes ou les événements que vous avez vécus qui vous ont construit, qui vous ont aidé dans votre parcours? Il y en a eu plein. Il y en a toujours plein, parce que c'est difficile de les citer, parce qu'après je vais faire des jaloux, mais bon, il y a déjà eu ceux qui m'ont... il y a déjà eu mes deux premiers associés, c'est-à-dire Claude et Anne-Marie. En plus, Claude, il était déjà investi chez ECF, donc c'est comme ça que je suis tombé chez ECF. Donc ils m'ont appris le métier, ils m'ont donné la chance tout de suite, voilà. Après, il y a eu des très belles rencontres au niveau du réseau, chez Constantin, après chez Cros. Ensuite, il y a eu, bien sûr, des rencontres incroyables chez ECF, des gens comme Joseph Zorgnotti, comme Jean-Luc Mort, comme Serge Anouchian, même si je le vois un peu moins. Et puis, bien sûr, j'ai eu la chance de connaître et d'apprécier de grandes figures de la profession, qu'on connaît tous, René Ricol, William Daum, enfin voilà, il y a eu plein de gens, Didier Kling, enfin, que j'ai aussi croisé dans le réseau Cros. C'est des gens extraordinaires, donc mais il y en a plein, c'est des rencontres, et toutes ces personnalités-là, c'est des personnalités inspirantes, à un moment donné, donc et j'ai beaucoup de respect, mais il y en a plein, il y a des belles personnes dans la profession, et vraiment des gens incroyables, bourrés de talent, voilà, donc... De rencontrer ces personnes, ça vous... Ah, ça fait grandir. Ça fait grandir, ça vous permet aussi de se dire aussi, ils vivent la même chose que moi, ça me permet de voir des angles différents, d'approche, voilà, de dire... Oui, encore une fois, je citais ceux que... Mais il y en a... En fait, en plus, on a... bien évidemment qu'on se chamaille quand il y a des élections, etc. Mais il y a... Dans notre profession, on a un corps professionnel extraordinaire. D'ailleurs, pour une profession libérale, quand il y a des élections, et quand il y a 70% des membres, des 21 000 membres qui votent, c'est incroyable. Quand vous prenez les notaires, les avocats, etc., c'est pas du tout ça. Nous, c'est 70% des gens qui votent. Alors les gens vous disent, vos guéguerres syndicales, on en a ras-le-bol, tout ça. Mais ils votent. C'est-à-dire qu'ils sont très attachés, quelque part, à leur profession, à la défense de la profession libérale. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir ce corps professionnel très soudé. Très soudé. J'ai vu, il y a quelques semaines, la menace du relèvement des seuils CAC. Les gens étaient en pleine période fiscale. Donc, en général, ils sont hermétiques à tout ça. Là, il y a une levée de bouclier. Même ceux qui font très peu de CAC ou qui ont été écartés du marché avec Pacte 1, là, il y a une levée de bouclier. Donc, il y a eu en plus une levée de bouclier, il y a eu une cohésion de l'ensemble, une solidarité de l'ensemble, syndicats, voilà, il y a eu une levée de bouclier. Donc ça, c'est un corps professionnel fort, et moi, je suis très fier d'appartenir à cette profession pour ça. C'est sûr que c'est tombé à un moment pas adéquat, on va dire. Non. Mais c'est bien qu'il y ait eu une cohésion. Ah ouais, complètement. Et que ça a permis de bouger assez rapidement. Ça, on peut le souligner, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Au niveau, du coup, aussi des événements, vous avez dû surmonter, qui vous ont peut-être aidé à mieux voir. Est-ce que la crise Covid, est-ce que d'autres crises vous ont permis de prendre du recul sur des situations et de vous dire, tiens, maintenant je suis meilleur, je sais mieux gérer? Ah, j'ai eu à titre de... La crise Covid a été compliquée. La crise Covid, moi, la crise Covid, c'est pareil, j'ai eu
Tout le monde au départ disait c'est quoi cette histoire, ça va être une grippe. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash 15 jours avant, je me dis mais ça va cogner dur. C'était en, je sais plus quoi, en 2019, 2020. Ouais, 2020. Et ça cognait dur. Et j'ai passé, donc on s'est retrouvés tous en télétravail au niveau du cabinet. Avec déjà l'incertitude de ce que notre système allait tenir pour mettre tout le monde. Alors nous, on voulait déjà faire un peu de télétravail, mais sauf que là, ça a accéléré brutalement le sujet. Donc on a nos équipes informatiques qui ont bossé comme des fous. Mais j'ai eu du stress j'ai eu du stress que j'ai caché. En plus, j'étais chez moi, mais j'ai quand même eu du stress pendant 15 jours, 3 semaines. Parce que quand vous avez un cabinet... avec des équipes, des clients, et que vous dites est-ce que tout ça va tenir, parce qu'on a des engagements mensuels relativement importants, des engagements financiers relativement importants. Et de l'incertitude aussi, on savait pas ce qu'elle est tombée, les aides. C'était avant les aides, etc. Donc au départ, c'est est-ce que nos clients vont tenir, et est-ce que on va pouvoir continuer à terme. C'était faut se souvenir du contexte, voilà. Donc ça a été 3 semaines de stress intense. J'étais constamment... Voilà. Après, ça, on y a vu plus clair. On a eu un rôle d'accompagnement au niveau des entreprises. Mais c'était 3 semaines intenses. Bon, après, c'était compliqué. Mais voilà, c'était 3 semaines compliquées. Et ça, je m'en souviendrai pendant longtemps. Et je crois que c'est tous les chefs d'entreprise, quasiment tout le monde. Et je trouve qu'on a déjà oublié quelque part la crise Covid. Ouais. Avec le confinement, voilà. Ça vous permet d'avoir du recul maintenant, par exemple, si on vivait la situation, d'avoir, tiens, je sais un peu les repères, je sais peut-être pas aller trop vite, ou plutôt agir comme ça. Est-ce que ça sert d'expérience, en fait? Oui, ça sert d'expérience. Je crois que ça sert d'expérience. Et puis, un deuxième élément qui m'est arrivé, bon, c'est la mésaventure qui m'est arrivée au niveau du CNO avec la mandature écourtée de 2020-2022. Voilà, ça a été aussi une épreuve, je m'en cache pas, une épreuve à titre personnel, une épreuve à titre professionnel, parce que tout d'un coup, le projet puis mon engagement auprès des institutions s'est arrêté de façon brutale, du jour au lendemain. Donc voilà, ce sont des épreuves que je m'en serais bien passé, mais après il faut en tirer il faut analyser pourquoi c'est arrivé aussi. Il faut aussi analyser pourquoi c'est arrivé et puis repartir à un moment donné. Voilà. Mais ce sont des épreuves professionnelles. Et puis je dirais par rapport à certaines autres épreuves, c'est pas grand-chose. Voilà. Mais ce sont des épreuves professionnelles à un moment donné dans un parcours. Après, vous les avez plutôt bien gérées. On aurait pu se dire bon, ça n'a pas bien fonctionné, j'arrête tout, je me concentre sur mon job et mon entreprise. Et ben là, vous êtes la tête de liste maintenant. Donc Ouais, alors... J'avais su rebondir. Oui, avec beaucoup d'hésitation. Parce qu'à un moment donné, il y a le coup est difficile. Avec beaucoup d'hésitation, mais j'avais un manque, en fait. Le constat, c'est que j'avais un manque parce que j'étais tellement habitué depuis des années à avoir aussi ce... Et puis, c'est de se dire... à un moment donné, vous avez un entourage qui vous pousse aussi quelque part au niveau du syndicat, et puis c'est de se dire je peux peut-être encore apporter quelque chose, apporter des idées qui vont servir. Moi, je suis extrêmement, sans parler du projet, mais je suis extrêmement attaché, comme beaucoup, à la poursuite de l'exercice libéral. Et quand je parle d'exercice libéral, c'est pas simplement les petits cabinets, dans mon cabinet, c'est un exercice libéral aussi parce que on a tous un jugement professionnel. On est là. Ce qui nous importe, nous, c'est d'assurer l'indépendance du cabinet. Donc, c'est d'avoir cette pyramide des âges au niveau des assiettes pour pas qu'il y ait de rupture, qu'on soit obligé de vendre à un groupe. Voilà, je crois qu'il va y avoir aussi... faut aussi regarder ce qui se passe dans d'autres professions, notamment avec une financiarisation galopante. Donc, j'ai pas du tout envie qu'à un moment donné, notre profession... d'expert comptable devienne, comme certaines professions, une profession de financier avec des salariés en tant qu'intervenants. Donc voilà, c'est d'amener des idées, pour justement
moi je suis optimiste sur la profession, mais qu'elle reste libérale avec des chefs d'entreprise au service des autres chefs d'entreprise. Il faut que l'expert comptable reste un chef d'entreprise, quelle que soit la taille du cabinet. Mais il faut garder cet ADN de chef d'entreprise. Donc, et encore une fois, et dans des professions autres, c'est plus le cas. Et ça peut aller vite. Quand vous prenez les radiologues, les labos, l'affaire s'est faite en une décennie. Et puis, sur la profession du chiffre, des experts comptables, aux États-Unis, il y a déjà un système de financiarisation qui se met bien en place. Donc voilà, il y a des choses à faire. Moi, je vous parlais, Florian, du corps professionnel. On a un corps professionnel aujourd'hui en France performant. On a donc il faut à tout prix garder cet exercice libéral et puis justement agir pour qu'on puisse continuer comme ça et que voilà, il y a à la fois il faut qu'on pense qu'on améliore plus la vie des experts comptables parce qu'elle est rude quelquefois et puis qu'on puisse garder cette marque libérale dans la profession. Est-ce que face à ces événements, le socle familial a été important pour vous? Oui, et encore plus quand il y a justement un peu de tourmente ou justement avec les difficultés qu'on évoquait. Quand vous vous retrouvez avec un confinement chez vous, à stresser, etc., le socle familial est important. Voilà. Quand vous vous retrouvez début 2023, après ce qui s'est passé en décembre 2022, avec un emploi du temps qui s'est vidé d'un seul coup, bien sûr. Oui, c'est important. Et c'est évident. Si vous voulez bien, on va aller sur la partie présent. À quel moment vous avez ressenti que professionnellement vous aviez réussi, vous étiez fier de vous, là, vous vous dites waouh, tout ce que j'ai fait quand je regarde dans le rétro, c'est top. En fait, et Florian, je vous assure, c'est pas de la modestie. En fait, ça, je ressens pas ça. Et c'est pas de la fausse modestie. Je suis quelqu'un d'exigeant. Je suis un éternel insatisfait. Ça, vous pourrez. Il y a plein de gens au niveau du cabinet qui pourront en témoigner. Donc, réellement. Je suis content quand je vais voir un collaborateur qui est satisfait, quand je vais voir un client qui est satisfait. Ça, je suis très content. Mais de dire, en fait, pour dire voilà, j'ai réussi ou pas, il faut un point d'arrivée. Moi, je suis toujours en chemin. Je suis toujours dans mon cabinet. Je suis un entrepreneur. J'ai toujours des projets, certains qui marchent bien, certains qui marchent moins bien, tout ça. Donc, je suis toujours en chemin. Mais non, j'arrive pas. Alors, vous me parliez de l'environnement familial. Moi, mon épouse me dit, mais t'es terrible, t'es un éternel insatisfait. Oui, je suis comme ça. Je suis toujours. Mais je crois qu'il faut aussi faire attention à ça. Il faut aussi faire attention à. Enfin, là, je parle que pour moi. Moi, je juge pas. Voilà, je suis pas un fan de l'autosatisfaction. Voilà, on est là. Le matin, faut s'assurer qu'on fasse le mieux avec les équipes. Voilà. Donc, mais je suis désolé, mais j'arriverai pas à. Voilà. C'est peut-être aussi votre moteur qui vous dit. Oui, c'est mon ça moteur. lance les projets. Voilà. Tout le temps, de pas rester. Il me faut toujours des projets. Voilà, moi, je suis quand même un moteur sur ces points-là. Donc, et puis un petit peu un éternel insatisfait. Donc, quand on sort nos comptes annuels, qui sont franchement pas mal, j'ai toujours une faille quelque part, une insatisfaction. Mais voilà, c'est dur pour mon entourage, pour mes associés, pour même au niveau familial. Mais malheureusement, voilà. Donc, ils en rigoleront quand ils vont écouter ça. Oui, ils vont se moquer de moi. Mais ils vont dire que j'ai été honnête. C'est important. Au niveau de l'organisation, alors, comment vous vous occupez aujourd'hui pour gérer le cabinet et vous occuper là en campagne? Comment ça se passe? Ça, j'étais un petit peu habitué parce que quand j'étais
vice-président pendant 2 ans. Déjà avant, j'étais président du syndicat, donc j'avais beaucoup de temps. J'étais vice-président pendant 2 ans au niveau du CNO. J'avais déjà l'habitude d'être très souvent dans ces fonctions-là. Bon, à présent, il y a une campagne à mener, les équipes à mettre en place. Mais encore une fois, voilà, c'est à moi de paramétrer mes emplois du temps. C'est pas toujours simple. Je reviens sur l'indisponibilité des fois qui m'est toujours des fois reprochée au niveau du cabinet. Mais ça... Il faut le rappeler, là vous êtes tête de liste, mais vous n'êtes pas en duo. Donc du coup, il y a peut-être plus de travail ? Oui, certainement, mais en fait, c'est tête de liste, duo ou pas duo, heureusement, il y a toute une équipe derrière. En fait, de toute façon, et ça c'est... En fait, tête de liste, duo, pas duo, il y a une équipe derrière. Et puis quand vous êtes élu, j'espère qu'on sera élu, il y a toute une équipe derrière. Il y a soit un président, mais heureusement, il y a toute une équipe derrière. C'est pas, voilà, c'est tout un, voilà, c'est plutôt de mettre en musique tout ça. Voilà. La tête de liste, c'est de donner envie voilà. Mais heureusement, il y a cette équipe derrière. Est-ce que vous auriez des techniques à me donner pour aider les confrères justement à mieux s'organiser si on veut, par exemple, se présenter en politique ou aller sur un autre deuxième projet ? Comment faire pour gérer une entreprise et en même temps le à côté ? Alors ça, je l'ai appris auprès de mes clients. Et en fait, mes 10 années où je me suis occupé de mes clients exclusivement, j'avais fait le constat que mes clients les plus performants étaient ceux qui avaient réussi à s'entourer par des talents et qui avaient délégué. Et ça, je l'ai appris. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance, moi, au niveau du cabinet, de m'entourer de talents. Des talents qui sont bien meilleurs que moi sur plein de choses. Donc ça, faut l'accepter. Et ça, je l'ai accepté. Et ça m'aide autant en interne au niveau du cabinet que sur la partie institution. Quand j'ai été président de la CRCC ou président de CF, encore une fois, il y a un président, mais il y a une équipe. J'avais des vice-présidents de qualité. Il faut savoir s'entourer de talents. Si vous réussissez pas à vous entourer, vous avez beau travailler comme une brute, il y a une limite. Et ça, je crois que c'est hyper important. Florian, me dites le conseil. Ça, c'est vraiment de s'entourer de talents. Alors, des fois, il y a des échecs. Mais bon, voilà, faut rebondir. Mais... Est-ce que le mot confiance, c'est important aussi quand vous... Oui. Ouais, je suis quelqu'un qui fait confiance. Je suis quelqu'un qui fait confiance. Et j'ai... Alors après... comme tous les gens qui font confiance, si la confiance est rompue, c'est souvent un non-retour. Mais bon, je suis quelqu'un qui fait confiance et tout ce que je peux déléguer, je le fais parce que ça me permet d'avancer plus vite sur d'autres choses. Donc, franchement, j'ai eu quelquefois des problèmes de mauvaise délégation, mais ça reste à la marge. Ça reste à la marge. Donc, j'ai pu gagner, je parle que ce soit Fidéliance ou autre chose, j'ai pu gagner du temps, voilà. Moi, le temps pour moi est précieux. Il a toujours été précieux, le temps, voilà. Et le temps, il doit être géré au mieux. Et voilà, il faut de la délégation. Des fois, au niveau du cabinet, j'entends des fois, j'ai un dossier qui grogne après un tel parce qu'il a mal fait quelque chose. Je dis, est-ce que c'est très grave? Est-ce que, voilà, ça t'a permis de déléguer? J'ai aussi dans l'équipe des gens qui ont eu du mal à déléguer. Et là, c'est compliqué pour eux. Donc voilà. Non, ça, la confiance est nécessaire. La confiance est nécessaire et les cas où j'ai été déçu sur la confiance, oui, il y en a nécessairement sur une, mais bon, ça reste marginal. Mais le management d'une équipe, c'est pareil, hein, c'est des années d'apprentissage, d'erreurs, de correction, voilà. Il y a toujours de l'évolution. Oui, de l'évolution. J'aimerais maintenant que vous me donniez un conseil pour pourquoi on devrait faire ce beau métier. Pourquoi on devrait dire aux jeunes, fonce, deviens expert comptable, ce métier il est extraordinaire. Parce que j'allais vous dire il est extraordinaire, mais ça va pas beaucoup vous avancer. Parce qu'en fait, quand j'étais étudiant, donc j'ai choisi de faire ce métier pour les raisons que je vous ai évoquées. Je voulais être chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, je suis un véritable chef d'entreprise, mais j'ai toujours été chef d'entreprise.
Et puis, moi, ce qui m'intéressait, c'est la vie des entreprises. Donc, c'est la vie chez mes clients. Donc là, je cochais les deux cases. Mais le métier d'aujourd'hui, il est bien plus intéressant que celui d'il y a 20 ou 25 ans. Et je vais vous répondre. Et le métier, dans 20 ans, à mon avis, il est beaucoup plus intéressant que celui d'aujourd'hui. Parce que le spectre des possibles est fabuleux. Quand je vois aujourd'hui, quand j'ai commencé à bosser, on faisait quoi? De la compta, de la fiscalité, un peu de social. Voilà, compta, production de l'IAS, des situations. Voilà. Quand je vois aujourd'hui tout ce qu'on peut faire, et c'est en partie lié à la taille du cabinet, mais pas uniquement, franchement, on a beaucoup plus de champs des possibles au niveau de nos activités. Et quand je vois ce qui se profile au niveau durabilité, au niveau numérique, ça va être incroyable. En plus, les experts comptables d'aujourd'hui, ou les futurs experts comptables qui vont entrer sur le marché, ils vont vivre avec leurs clients, ils vont les aider sur deux mutations majeures au niveau des entreprises que sont le numérique et la durabilité. Donc le métier d'aujourd'hui est passionnant, métier d'expert comptable, et franchement le champ des possibles qui va être là, de toute façon, on le sait bien, ça va être fabuleux. Parce que vous avez des professions libérales où le spectre est beaucoup plus restreint, quelque part. Nous, on a un champ des possibles extraordinaire. Je vois bien aujourd'hui ça ne plaît pas à nos amis avocats, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, vous avez plein de cabinets qui font beaucoup plus de juridique qu'il y a 10 ans, parce qu'ils ont monté en compétences. Et comme l'interlocuteur principal du dirigeant, c'est son expert comptable ou son commissaire aux comptes, voilà, ça reste l'interlocuteur direct. Vous parliez, Florian, de la confiance. Il y a un vecteur confiance fort entre l'expert comptable et son client. Donc, le vecteur confiance, il a toujours existé. Mais comme le champ des possibles, il augmente, eh bien, vous avez beaucoup plus d'actions. Alors, peut-être qu'il y a des experts comptables, puis, en m'écoutant, qui vont dire, il est bien gentil, Jean-Luc, mais il est idéaliste parce que moi, je suis en train de ramer dans mes dossiers, tout ça. Soit, mais réellement, le champ des possibles s'est élargi énormément. Et c'est ça qu'il faut continuer. Mais par contre, en restant profession libérale. En restant profession libérale, parce que le champ des possibles augmente, mais aussi les besoins en investissement augmentent, parce qu'il faut des outils, on a des logiciels, on a des éditeurs qui coûtent de plus en plus cher, tout ça. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu pour que cette profession elle reste libérale et continue à appartenir aux praticiens. Ben, ça donne envie. Maintenant, si vous voulez bien, on va voir les 2 dernières questions sur le futur. Quel est le projet sur cette année? Même si on s'en doute un petit peu. Oui. Ouais, le projet de cette année, bon, c'est quand même continuer à m'occuper des affaires de Fidéliance, parce que ça, c'est bien sûr mon activité. Je peux pas la faire en dents de scie, mais bien sûr, j'ai déjà dégagé du temps pour être en campagne pour le CNO avec ces élections qui vont se profiler à la fin de l'année. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en place, à donner un élan de campagne dans un environnement politique qui n'est pas simple, qui n'est pas simple, on le sait tous. Donc voilà, soyons les meilleurs, soyons ceux qui emmènent le plus la profession, et on verra bien. Voilà, l'important c'est qu'on soit... Vous savez, en fait, faut faire les choses à fond. Moi, j'ai envie de gagner, bien sûr, mais faut pas avoir de regrets. Faut faire les choses à fond. Jamais avoir de regrets. Voilà, il faut aller à fond. Je suis d'accord. Et maintenant, Jean-Luc, dans 10 ans, il est où? Jean-Luc, dans 10 ans, je pense que je serai plus dans la profession, parce que
dans 10 ans, comme je tiens à ce que le cabinet reste indépendant, faut bien sûr une fluidité du capital qui s'organise. Je serai plus dans les instances parce que je serai plus dans la profession, donc je serai plus dans les instances. Et puis il faut un temps à tout. Mais je serai dans un projet. Si la santé est encore là, ce que j'espère, je serai dans un projet entrepreneurial. Je resterai chef d'entreprise. Pas d'arrêt d'activité complète? Non, j'ai aucune envie. Je sais pas faire beaucoup d'autres choses. Je fais du sport, du ski, etc. Mais j'ai toujours envie d'avoir des projets. Projets d'entreprise, ça me passionne toujours. Donc, parce que j'aurais tellement eu envie de faire des projets et que je n'ai pas entrepreneuriaux, mais que je n'ai pas eu le temps puisque je suis absorbé. Voilà, donc toujours avoir des projets. La vie de rentier, non, ça me fait pas, voilà. Les projets, c'est votre moteur intellectuellement? Ouais, les projets, c'est mon moteur. Il me faut toujours des projets. Ouais, c'est mon moteur, c'est ma motivation. Voilà. Et j'ai de la chance d'en avoir plein chez Filion, des projets, voilà, plein. Voilà, donc il faut que ça. Non, ça me ferait déprimer de plus avoir de projets, voilà. Donc ça c'est. Non. Mais il faut que la santé aille bien, qu'il y ait toujours la pêche. Je vous remercie pour cette interview, mais juste avant, si vous le souhaitez, je voudrais faire un petit jeu pour que les personnes apprennent à mieux vous connaître. C'est le jeu Confession intime. Je vous pose une question et vous me répondrez par plus ou moins. Ouais. Allez, on y va. Au niveau de la charge de travail, est-ce que vous travaillez plus ou moins de 50 heures par semaine? Je m'occupe plus. Voilà, je dis, j'aime pas le mot travail. Je travaille plus que ça. Ouais, je m'occupe plus que 50 heures parce que voilà. Au niveau du cercle social, avez-vous plus ou moins de 10 amis proches? Des amis proches? Très proches. Oui, quelques amis proches. Mais le terme ami, c'est pour moi une vraie signification. Moi, c'est ce que me disait ma mère. Des amis proches, on peut les compter sur les doigts d'une main à chaque fois. C'est eux qu'on peut compter. Le sommeil, est-ce que vous dormez plus ou moins de 8 heures par nuit? Je suis un tout petit dormeur. Voilà, mais depuis toujours. Donc c'est pour ça que je me lève. C'est pour ça que je me lève très tôt le matin. Et que j'ai 3 heures à organiser ma journée. En fait, le week-end, j'organise la semaine. Et le matin, j'organise la journée. Et le soir, en fin de journée, c'est plutôt de la réflexion. Donc, voilà. Parce que j'ai toujours horreur de perdre du temps. Donc, il faut que tout soit organisé. Voilà. Vous avez rentabilisé le temps? Ouais, j'essaie de rentabiliser le temps. Et puis, comme je suis un petit dormeur, j'ai au moins cette chance d'avoir un peu plus de temps devant moi. Au niveau des congés annuels, est-ce que vous prenez plus ou moins de 5 semaines? En fait, je sais pas. Peut-être aujourd'hui, c'est difficile à dire parce que peut-être que je prends sur le papier un peu plus, mais j'ai du mal à déconnecter. Il y a toujours les mails à traiter aux urgences. Voilà. Le cabinet ferme au mois d'août? Alors, mes 2 périodes de vraie déconnexion, c'est la semaine du 15 août, là il se passe rien, et puis la semaine entre Noël et le jour de l'an où je fais du ski. À la retraite, on a un petit peu évoqué le sujet. Est-ce que vous envisagez de prendre la retraite à plus ou moins de 65 ans? En plus, sans aucune hésitation, non. Ouais. Je vous ai répondu, dans 10 ans je ferai autre chose, mais à 65 ans, voilà. Merci Jean-Luc. Merci Florian pour cet exercice. C'était super, et puis à bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.